Donc nous, on a des micros avec fil. Vous avez remarqué qu'on n'est pas logé à la même enseigne. Bref, no comment. Donc moi, je suis Julien Pénin, donc je suis enseignant-chercheur à la faculté d'économie et de sciences économiques et de gestion de l'Université de Strasbourg et chercheur donc au BETA, Bureau d'économie théorique appliquée. Je travaille essentiellement sur tout ce qui est gestion, économie, gestion de l'innovation, donc innovation ouverte dont on va parler aujourd'hui, et beaucoup aussi donc économie de la propriété intellectuelle, du brevet dont on va un petit peu moins parler aujourd'hui, mais un peu quand même. Donc j'ai eu comme consigne d'essayer d'être bref, donc je vais essayer. On a essayé de se coordonner un petit peu quand même avec la seconde intervenante, donc Camille Panassier du groupe Poult. Donc ce que je vais essayer de faire, brosser un panorama très très général de ce qu'est l'innovation ouverte. Donc vraiment très très large, hein, on va dire une introduction pour débutants que vous n'êtes pas, mais bon. Et ensuite, je vais essayer de développer peut-être un petit peu plus trois points qui, normalement, devraient faire écho à ce qui sera développé dans la seconde intervention. Donc, il y a quand même un minimum de coordination, j'espère, entre les deux. Alors, juste pour commencer, un petit peu de publicité. Donc, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est, entre guillemets, un très très court résumé d'un ouvrage qui a été publié l'année dernière, que j'ai coordonné avec d'autres membres du BETA, donc sur l'innovation ouverte, qui était une commande de la CCI de Paris. Donc, c'est un ouvrage qui a vraiment été écrit pour les praticiens. Hein, c'est du vraiment concret. Il y a un exemplaire qui est là, qu'on peut éventuellement faire circuler si des gens sont intéressés. Je ne touche pas de droit d'auteur sur la vente de l'ouvrage. Donc l'innovation ouverte, qu'est-ce que c'est ? On va oublier cette citation un peu barbare, assez longue. L'innovation ouverte dit finalement une chose extrêmement simple. C'est un concept pour moi qui est vraiment devenu un concept, on s'est aperçu au fil du temps que c'est devenu un concept assez fourre-tout. Finalement, l'innovation ouverte dit simplement que pour innover, il faut collaborer, il faut s'ouvrir, il faut interagir. Donc bon, j'espère qu'aujourd'hui, tout le monde à peu près s'en est rendu compte. Mais je vais aussi vous montrer que derrière ce concept un petit peu fourre-tout, il y a quand même 2-3 éléments qui sont, je pense, plus intéressants. Alors, pour bien comprendre ce qu'est l'innovation ouverte, le plus simple, c'est peut-être de partir de l'antithèse, qui est ce qu'on appelle l'innovation fermée. Donc vous avez ici le modèle standard hein, de l'entonnoir, hein, où on a des projets de recherche qui, au fur et à mesure qu'ils évoluent, se rapprochent du marché. Et dans le modèle d'innovation fermée, finalement, c'est le modèle de l'entreprise parfaitement intégrée, qui n'interagit pas avec l'extérieur, qui ne collabore très peu. Les frontières de l'entreprise, si vous voulez, sont parfaitement imperméables. Il n'y a pas d'interaction avec l'extérieur. Okay ? L'innovation ouverte, c'est quelque chose qui, de manière tout bête, dit que les frontières de l'entreprise doivent être perméables, c'est-à-dire il faut interagir avec votre environnement. Il faut interagir avec votre environnement et on peut s'apercevoir en fait qu'il y a 2 manières d'interagir avec l'environnement, ce que dans la littérature on va utiliser les anglicismes, on va appeler l'inside out et l'outside in. Alors l'inside out, c'est quelque chose d'assez, je vais commencer plutôt par l'outside in, c'est plus intuitif. Ce qu'on appelle l'outside in, donc de l'extérieur vers l'intérieur, c'est quelque chose qui dit que les entreprises ne doivent pas hésiter à recourir aux connaissances qui viennent de l'extérieur. Il ne faut pas hésiter à utiliser des technologies, des connaissances qui n'ont pas été développées en interne. Alors ça paraît tout bête, ça paraît absolument évident de se dire que s'il y a des choses intéressantes qui ont été faites en dehors d'une organisation, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Apparemment, ce n'est pas si évident que ça pour certaines entreprises. On parle beaucoup d'un syndrome qui serait le syndrome NIH, hein, pour Not Invented Here, qui signifie que les entreprises, la culture de certaines entreprises fait qu'il y a souvent des réticences à utiliser ce qui vient de l'extérieur parce qu'on ne peut pas être certain de la qualité de ce qui n'a pas été développé en interne. Il y a toujours une certaine méfiance des technologies qui n'ont pas été développées par nos ingénieurs en interne, puisqu'évidemment nos ingénieurs sont les meilleurs. Donc finalement, l'outside in, c'est quelque chose qui dit non, il faut s'ouvrir, il ne faut pas hésiter à utiliser ce qui vient de l'extérieur. Et donc il ne faut pas hésiter à acheter des licences de brevets, il ne faut pas hésiter à racheter des entreprises, il ne faut pas hésiter à faire de l'intelligence économique, etc. Enfin, il faut s'ouvrir. J'y reviendrai. La deuxième face de l'innovation ouverte me semble un petit peu plus intéressante, c'est ce qu'on appelle l'inside out, donc de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire il ne faut pas hésiter à utiliser des cheminements externes au marché.
Alors ça, c'est un petit peu plus intéressant parce que c'est un peu moins intuitif. Pendant des décennies, il y a eu une littérature en stratégie qui disait grosso modo, il ne faut surtout pas partager la source de votre avantage concurrentiel. Et de plus en plus, on s'aperçoit que l'innovation, la connaissance, c'est la source principale de l'avantage concurrentiel, et donc il faut la protéger. Il faut la protéger, il ne faut surtout pas la partager. Or, on s'aperçoit, en tout cas dans la logique d'innovation ouverte, on s'aperçoit que ça n'est pas forcément le bon choix. Et parfois, il ne faut pas hésiter, donc, je répète, à utiliser des cheminements externes pour arriver au marché. Je vais donner un exemple tout simple. Vous avez un projet de recherche que pour une raison X, vous ne souhaitez plus poursuivre, et il y a éventuellement un de vos salariés qui a envie de poursuivre le projet et qui serait prêt à le poursuivre si on lui donne les moyens. Donc il ne faut pas hésiter à soutenir, par exemple, ce salarié dans une logique d'intrapreneuriat. Il faudrait, par exemple, lui donner les moyens de créer son entreprise éventuellement, ou il ne faut pas hésiter à accorder une licence, y compris peut-être même à une entreprise qui est concurrente, si cette entreprise est prête à payer pour ça. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser des cheminements externes au marché. La voie royale pour atteindre le marché, ce n'est pas forcément la voie en interne. Donc on a ces deux phases de l'innovation ouverte, inside out et outside in, et on a aussi ce qu'on appelle le couplage des deux, c'est-à-dire lors d'une collaboration entre deux entreprises, généralement on fait les deux simultanément. Vous allez révéler des connaissances, et en contrepartie, vous allez aussi apprendre des choses de votre partenaire. Donc finalement, on a trois faces, donc inside out, outside in, et le couplage des deux. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc on s'aperçoit que l'innovation ouverte, c'est quelque chose, c'est un vrai concept fourre-tout, puisque on peut mettre pratiquement tout. Dès qu'on n'est pas complètement replié sur soi, dès qu'on ne fait pas entièrement tout soi-même, quelque part, on est dans une logique d'innovation ouverte. Donc les modalités de l'innovation ouverte, il y en a des dizaines. Les entreprises qui vont former des co-entreprises innovantes, ce qu'on appelle des joint ventures, c'est une logique d'innovation ouverte. Les pôles de compétitivité, c'est une logique d'innovation ouverte. Les clusters, la collaboration en R&D, c'est des logiques d'innovation ouverte. Les échanges informels d'informations, c'est de l'innovation ouverte. Enfin, dès que vous êtes en interaction, on peut parler d'innovation ouverte. Donc finalement, on a besoin quelque part peut-être d'une classification, et une classification assez simple que nous qu'on a retenue avec des collègues du Bêta, c'est donc de prendre les trois modalités que je viens de nommer, donc outside in, inside out, et le partenariat, le couplage des deux, et ensuite de s'intéresser à ce que nous on a appelé la différence entre l'innovation ouverte 1.0 et 2.0. Donc là, c'est simplement l'anecdote, le 2.0, pour souligner le rôle des nouvelles technologies d'information, l'utilisation des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Et donc là, on s'aperçoit, et là où c'est réellement intéressant, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des modalités qui sont extrêmement anciennes. Par exemple, des achats d'entreprises, ça ne date pas des 10 dernières années, des entreprises qui achètent des licences de brevets, on observe ça depuis des décennies, des consortiums de recherche ou des clusters industriels, ça fait plusieurs dizaines d'années que ça existe. Donc là, on est dans des modalités, j'ai envie de dire, assez anciennes, mais on s'aperçoit aussi qu'on a aujourd'hui des nouvelles modalités d'innovation ouverte qui sont en train d'émerger grâce aux nouvelles technologies de l'information. Donc je vais en dire un mot. Par exemple, on peut faire du crowdsourcing. Donc ça, j'y reviendrai 2 secondes tout à l'heure. On peut faire de l'innovation avec des communautés, notamment des communautés d'utilisateurs. On a des exemples, donc énormément d'entreprises parviennent à rassembler des idées, des choses relativement innovantes et de rupture en interagissant avec leurs utilisateurs. Aujourd'hui, on observe même, par exemple, des places de marché où on va échanger des inventions, on va échanger des technologies en ligne. On pensait, par exemple, que eBay c'était essentiellement un endroit où on va échanger des CD, des DVD, des livres ou des vêtements pour enfants. Aujourd'hui, on observe des équivalents d'eBay, donc des endroits ou des équivalents d'Amazon, des endroits où on peut acheter et vendre des brevets. Il y a des entreprises qui mettent leurs brevets en ligne à vendre et d'autres qui achètent. Parfois, ça marche pas trop mal, souvent, ça marche pas bien, mais en tout cas, c'est des initiatives qui sont, je pense, assez intéressantes. Alors, je m'arrête là, je suis conscient d'être allé beaucoup trop vite sur tout ce qui est innovation ouverte. C'est le concept est évidemment beaucoup plus large, mais je voudrais maintenant rentrer en détail. Donc je vous disais dans trois éléments particuliers qui reviendront ensuite, je pense, dans l'intervention du groupe Poult. Alors le premier élément, et là c'est important d'insister là-dessus, c'est qu'il y a souvent un malentendu entre
une confusion entre l'innovation ouverte et ce qu'on va appeler l'open source. Les initiatives open source qui nous viennent du logiciel. Il faut pas, et donc on va souvent confondre la logique d'innovation ouverte avec une logique d'abandon des droits de propriété intellectuelle. Donc on a cette confusion récurrente entre... Le mot open ici est particulièrement mal choisi puisque en fait il est très à la mode, c'est pour ça que le concept s'est imposé, mais on parle d'open data, on parle d'open source, on parle d'open science, donc on va parler d'open innovation. C'est pas tout à fait la même logique. C'est pas tout à fait la même logique. Dans une logique d'innovation ouverte, on ne suppose pas d'abandonner l'intégralité de la propriété intellectuelle. Il faut s'ouvrir sur l'environnement extérieur, mais il y a différents degrés d'ouverture. Et l'open source, qui est une logique qui suppose que j'abandonne pratiquement tous mes droits à la communauté, l'open source, si vous voulez, c'est une modalité absolument extrême. C'est aussi de l'open innovation, mais c'est quelque chose d'extrême. On peut très bien faire de l'innovation ouverte sans être aussi extrême. Okay. Alors on a des exemples très simples. Par exemple, un des secteurs où il y a eu énormément d'études sur l'innovation ouverte, c'est le secteur de la pharmacie, l'industrie pharmaceutique. Pourtant, on sait que dans l'industrie pharmaceutique, le brevet est un outil absolument clé. C'est essentiel que les médicaments soient brevetés. Il y a suffisamment de controverses là-dessus. Mais donc, on s'aperçoit que le brevet est un élément ici qui va encourager l'innovation ouverte. Et très souvent, les droits de propriété intellectuelle vont être au cœur de l'innovation ouverte pour une raison assez simple. Alors, je n'ai pas envie de parler aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas la propriété intellectuelle. On sait tous qu'il y a beaucoup de problèmes, de controverses autour du brevet, du droit d'auteur. Il faudrait probablement modifier certaines choses. La question n'est pas là. La propriété intellectuelle est généralement au cœur de l'innovation ouverte pour une raison extrêmement simple, qui est que finalement, les bonnes clôtures font les bons voisins. Et si vous voulez interagir avec l'extérieur, si vous voulez vous protéger, si vous voulez vous ouvrir vers l'extérieur, il faut se sentir protégé. Vous n'allez pas aller vers les autres si vous vous sentez menacé. Et donc, il est important, la propriété intellectuelle, c'est quelque chose d'important pour sécuriser les interactions avec les autres. Dans le jargon économique, on va dire que ça va permettre d'empêcher les comportements de passagers clandestins, etc. Donc ça, c'est un premier point qui est important. La propriété intellectuelle, il ne faut pas confondre, elle est généralement, elle ne va pas à l'encontre de l'innovation ouverte. Et faire de l'innovation ouverte, ça ne suppose pas de tout abandonner à la communauté. Pas toujours. Deuxième point sur lequel je vais insister, c'est l'importance de ce qu'on a appelé tout à l'heure l'outside in, c'est-à-dire l'importance d'aller chercher des connaissances vers l'extérieur, de l'extérieur. L'importance de l'outside in, finalement, elle est illustrée avec une anecdote extrêmement simple, qui est ce qu'on appelle dans le jargon la loi de Joy, qui vient de Bill Joy, en fait, qui était l'un des cofondateurs de Sun Microsystems, donc une belle entreprise. Et Bill Joy disait une chose qui est très vraie et très simple. Il disait, grosso modo, peu importe qui vous êtes, peu importe que vous soyez IBM, Microsoft, peu importe que vous investissiez des milliards en R&D, que vous embauchiez des centaines, voire des milliers de chercheurs, la plupart des gens les plus intelligents travaillent pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement raisonnable. Peu importe vos moyens, les gens intelligents, la plupart du temps, ne sont pas chez vous. En tout cas, il y en a peut-être quelques-uns chez vous, mais il y en a beaucoup qui sont ailleurs. Et donc, il faut être capable de mobiliser. Il faut être capable de mobiliser l'extérieur. Et une manière simple aujourd'hui de le faire, c'est d'utiliser, par exemple, les nouvelles technologies d'information et de communication, et donc de faire ce qu'on appelle, par exemple, du crowdsourcing. Un crowdsourcing, c'est la contraction de deux mots. Crowd, qui signifie foule, et outsourcing, qui signifie externalisation. Et donc, quand vous faites du crowdsourcing, vous faites en quelque sorte de l'externalisation à la foule. Et donc, comment on peut faire, par exemple, du crowdsourcing? Donc, aujourd'hui, certaines entreprises n'hésitent plus à poster certains problèmes en ligne sur des sites web dédiés. Donc, Innocentive, c'est une des plateformes les plus connues. Donc, vous avez un problème que vous n'arrivez pas à résoudre en interne, et bien, vous le postez en ligne et vous espérez que quelqu'un parvienne à le résoudre. Avec une prime, évidemment, qui va dépendre en fonction de l'importance du problème. Donc, vous pouvez aller voir, par exemple, sur Innocentive, c'est pas la seule, mais c'est la plateforme aujourd'hui la plus connue. Il y a des centaines de problèmes qui ont été postés par des entreprises et qui attendent des solutions contre rémunération. Si vous trouvez une solution, vous pouvez gagner 10 000, 20 000, 50 000 $ en fonction de l'importance du problème. Donc c'est le principe du chasseur de primes. C'est le principe du chasseur de primes. Ça ne marche pas toujours, il faut quand même un certain nombre de conditions favorables, mais dans certains cas, ça marche très bien. On a une multitude d'exemples qui montrent que parfois, ça peut très bien fonctionner. Il y a des limites aussi sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Et donc, c'est intéressant parce que l'extension de ça, c'est vraiment innover avec ses utilisateurs.
Il faut être capable, quand c'est possible, il faut être capable de mobiliser les communautés d'utilisateurs. Un des exemples les plus connus, c'est Lego, qui est une entreprise évidemment qui parvient avec succès à mobiliser toute une communauté d'utilisateurs, et un très grand nombre d'idées innovantes de chez Lego aujourd'hui viennent des utilisateurs. Donc ça, c'est peut-être l'émergence d'une nouvelle compétence clé. Être capable de mobiliser un réseau d'utilisateurs, être capable de mobiliser une communauté d'utilisateurs. Pour certaines entreprises, c'est très important. Et enfin, troisième point, et donc dernier point de l'intervention, qui est donc un exemple finalement de ce qu'on appelle donc l'inside out, c'est-à-dire ne pas hésiter à utiliser des cheminements externes. L'inside out, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça peut permettre à une entreprise de ne pas tomber dans ce qu'on appelle le piège incrémental, ou dans le jargon, on parle aussi du dilemme de l'innovateur. Le dilemme de l'innovateur, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, on n'a peut-être pas vraiment de causalité, il n'y a pas d'études statistiques qui montrent ça de manière significative, mais on a un certain nombre d'exemples qui montrent que les innovations de rupture sur un secteur ne sont pratiquement jamais introduites par l'entreprise dominante sur le secteur, par là où les entreprises dominantes sur le secteur. Pratiquement tout le temps, une innovation de rupture dans un secteur va être introduite soit par une grande entreprise mais qui vient d'un autre secteur, soit par une entreprise nouvellement créée, une start-up. Donc ça, c'est un vrai paradoxe quelque part, parce qu'une entreprise dominante sur un secteur est quand même sûrement la mieux placée pour identifier et introduire les ruptures sur son secteur. C'est très rarement le cas. Donc on a une multitude d'exemples. C'est par exemple, ça peut être Kodak qui est passé à côté de la photographie numérique. Ça peut être la musique en ligne qui a été introduite par Apple et pas par les majors de la musique. Donc on a plein d'exemples. Et donc faire de l'innovation ouverte, ça peut être une manière d'essayer de ne pas tomber dans ce piège finalement qui est de ne faire que de l'incrémental, de ne faire qu'améliorer l'existant et donc de passer à côté de la prochaine rupture. Et donc, pour faire ça, par exemple, il ne faut pas hésiter, je vous disais, à essayer de faciliter ce qu'on va appeler l'intrapreneuriat, essayer de développer un écosystème d'entreprises, de petites entreprises autour de vous qui seraient en quelque sorte des éclaireurs et qui vous permettraient de voir, et en tout cas de ne pas passer à côté des ruptures. Si je reprends l'exemple de Kodak, qui est un des exemples les plus connus, le paradoxe, c'est que la photographie numérique a été inventée par un ingénieur qui travaillait chez Kodak. Sauf que le management de chez Kodak n'y a absolument pas cru. Et donc, finalement, ça a été repris, et Kodak a pratiquement disparu à cause de ça. Si le management de Kodak avait pratiqué, par exemple, une politique favorisant l'intrapreneuriat, ils auraient pu éventuellement favoriser l'activité entrepreneuriale des ingénieurs qui s'intéressaient à la photographie numérique, créer une start-up qui aurait été une entreprise en quelque sorte amie, pilotée, contrôlée par Kodak, et ils auraient pu peut-être reprendre, c'est facile de refaire l'histoire, mais c'est probablement des meilleures pratiques managériales que ce qui a été fait. Donc développer un écosystème d'entreprises partenariales, c'est quelque chose d'important. C'est d'autant plus important qu'avec l'économie d'Internet, on est de plus en plus dans une économie qu'on appelle, dans notre jargon, d'externalité de réseau, c'est-à-dire de marché multiface. Et dans ce cas, une des problématiques essentielles, c'est d'être capable de piloter une plateforme. Il ne s'agit plus seulement de piloter une invention, mais il s'agit le plus souvent aussi de piloter une plateforme d'individus, d'utilisateurs, d'entreprises partenaires, etc. Donc c'est également des nouvelles compétences. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour le futur de l'innovation ouverte? Alors, trois éléments moi, qui me semblent importants à noter. L'évolution de l'innovation ouverte va de plus en plus, il y a énormément aujourd'hui de chercheurs en gestion qui sont assez d'accord pour dire cela, de plus en plus on va intégrer les utilisateurs dans le processus d'innovation. Donc ça c'est quelque chose, c'est une tendance croissante, on ne peut pas le faire dans tous les secteurs. Dans l'aéronautique par exemple, c'est probablement plus compliqué que pour Lego, mais c'est une tendance croissante. L'utilisateur est de plus en plus impliqué, et pas seulement pour donner des idées, mais même pour fabriquer des choses lui-même. Donc on parle d'imprimantes 3D, etc. C'est une tendance lourde, l'implication de l'utilisateur dans le processus innovant. Deuxième tendance qui est intéressante, c'est l'implication de manière croissante d'intermédiaires d'innovation. De plus en plus, on voit apparaître des entreprises qu'on va appeler des go-between ou des middlemen, parce qu'en fait, quand vous faites de l'innovation ouverte, il y a énormément de problèmes qui vont surgir. Des problèmes, parce que
quand vous vous ouvrez, vous prenez un risque. Hein. Donc, il faut aussi être capable de s'assurer, d'être capable de maîtriser ces risques. Et on sait, ça a été montré depuis longtemps en économie, que très souvent le recours à un intermédiaire va permettre de limiter, hein, pas de supprimer entièrement les risques, mais va permettre de limiter les risques. Et donc on voit apparaître, hein, ça peut, des cabinets conseils, hein, si vous voulez, par exemple dans le transfert de technologie université-entreprise, les SATT, les sociétés d'accélération de transfert de technologie, c'est un exemple d'intermédiaire qui est là pour essayer d'aplanir les difficultés juridiques notamment. Donc ça, c'est une deuxième tendance forte. Une troisième tendance qui me semble intéressante, c'est ce que je mentionnais sur la précédente diapositive, c'est de plus en plus, on va tendre, je pense, vers la recherche, en tout cas à nouveau dans certains secteurs, on va tendre vers la recherche de la maîtrise d'un écosystème et non plus seulement la maîtrise simple d'une invention. Il ne va plus être suffisant simplement de maîtriser une technologie, une invention, il va falloir être capable de maîtriser les interactions avec tout un ensemble de partenaires. C'est quelque chose qui devient, je pense, notamment dans les secteurs de l'information et de la communication, absolument clé. On parle aujourd'hui de pilote de plateforme ou de plateforme leadership. Il faut être capable de piloter son environnement. Voilà, donc je vais m'arrêter là, donc je vous remercie, et je vais passer la parole à la seconde intervenante.